Bien, je vous remercie de votre invitation et je remercie par avance celles et ceux qui m'ont précédé parce que 20 minutes c'est extrêmement court pour aborder un vaste sujet et du coup il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et ça va me permettre un peu d'élaguer mon propos pour me centrer sur ce qui est le cœur de mon intervention. Et le cœur de mon intervention, vous l'avez dit, c'est une réflexion autour de ce qu'on a appelé les ABCD de l'égalité au cours de l'année scolaire dernière, au cours de l'année 2013-2014. ABCD de l'égalité qui ont disparu en juin 2013 pour mieux réapparaître en juin 2014 pardon pour mieux réapparaître récemment sous une autre forme et donc effectivement je vais dire un peu plus qu'un mot. Alors du coup c'est dans la perspective de l'éducation, dans le cadre de l'éducation que moi je vais interroger le concept de genre que Anthony s'est attaché à définir. On a en commun une discipline, puisque moi aussi je suis historienne, même si aujourd'hui c'est plus tellement mon cœur de métier d'enseigner l'histoire, puisque dans la formation des enseignants, ce à quoi on m'attache principalement, c'est justement à la formation des enseignants aux questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, c'est un terme qui est intéressant d'ailleurs, puisque le terme de genre, qui était apparu sur la scène médiatique, associé à la thématique de l'éducation, quand Najat Vallaud-Belkacem, qui était à l'époque ministre des Droits des Femmes, avait inventé ces ABCD de l'égalité, eh bien ce terme de genre, il a complètement disparu depuis que Najat Vallaud-Belkacem est passée des femmes à l'éducation nationale. Et notamment, j'attire votre attention dans un... Ah, ça n'avance pas. Si, ça y est. Dans un passé très récent, puisque c'était le 25 novembre dernier, c'était dans Le Monde, on soulignait que un plan pour l'égalité filles-garçons à l'école était dorénavant mis en place, mais sans mauvais genre. Donc voilà, vous apprécierez le jeu de mots. Et c'était pour rendre compte effectivement de ce plan de formation des enseignants et de ces nombreuses ressources qui ont été mises en ligne. Alors malheureusement trop récemment, 25 novembre, pour que je puisse m'étendre très longuement sur les contenus mis en ligne, mais je crois qu'il y aura matière à en dire beaucoup de choses bonnes et moins bonnes. Alors du coup, moi je vais m'attacher au passé récent et commencer par dire rapidement ce que c'était que ces ABCD de l'égalité, en précisant d'abord que c'était la tenue d'une promesse de campagne. Cette promesse de campagne, c'était placer l'égalité entre les filles et les garçons au cœur de la refondation de l'école républicaine. Ça, c'était une tribune qui était parue dans Le Monde en septembre 2012 et qui a été co-signée par la ministre des Droits des Femmes et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Vincent Peillon. On en est à notre troisième ministre de l'Éducation nationale sous l'actuelle présidence. L'objectif de ces ABCD, eh bien, il était simple, c'était corriger les inégalités entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Point. Et jusque-là, donc pas de genre, pas non plus de choses très sulfureuses comme on a pu voir apparaître par la suite. Concrètement, l'ABCD de l'égalité, c'était quoi? C'était pas du tout un programme à destination des élèves, mais c'était un programme à destination des enseignants. Ça avait vocation en fait à former les enseignants et à doter les enseignants d'outils et de ressources pédagogiques pour qu'ils puissent ensuite transmettre aux élèves la, je cite, culture de l'égalité entre les filles et les garçons. Et donc, du coup, l'essentiel de ces ABCD de l'égalité consistait en une démarche pédagogique qui était conçue pour amener les élèves à réfléchir sur certaines questions. Alors, par exemple, la danse est-elle réservée aux filles? Une femme peut-elle être pompier? Ou un homme peut-il être sage-femme? Ça, c'était des exemples qu'on trouvait dans la présentation de l'ABCD de l'égalité. Donc, c'est mon sentiment en tout cas, rien de scandaleux, en tout cas rien de particulièrement subversif par rapport à des réalités sociales existantes. C'est pas moi qui ai fait des photomontages pour trouver une femme pompier, un danseur classique, ni même un homme sage-femme. Alors, du coup, voilà, ce qui était au cœur de l'enjeu de l'ABCD de l'égalité, c'était faire en sorte que les élèves se questionnent sur ce qu'on désigne sous le terme de stéréotype, et là aussi, peut-être ça vaudrait le coup d'expliquer, mais j'aurais pas le temps de le faire là, ce que sont ces stéréotypes. Et du coup, c'était une démarche donc d'interrogation, et une démarche qui paraît bien peu compatible avec le principe d'une idéologie, puisque une idéologie, ça prétend apporter des réponses, alors que l'ABCD, c'était surtout susciter des questions.
Et puis précisons aussi que cette démarche, elle était expérimentale et qu'elle a été lancée dans 10 académies volontaires, dont l'Académie de Lyon, dans laquelle j'enseigne. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai été un peu au cœur du cyclone, on va dire, dans le courant de l'année dernière. Alors, je voudrais en venir maintenant au cœur de ma présentation en soulignant que cet ABCD de l'égalité, c'est une espèce d'épiphénomène très surprenant en fait. Je vais replacer les choses dans une perspective plus longue. Ça, je fais de l'histoire quand même un peu. Et je voudrais souligner d'abord que sur la question de l'égalité entre filles et garçons dans le cadre du système scolaire, il n'a pas fallu attendre la rentrée 2013 ni les ABCD de l'égalité pour que l'éducation nationale s'attache à former les enseignants sur ces problématiques. Des problématiques sur lesquelles les sociologues de l'éducation travaillent depuis très longtemps. On ne découvre pas aujourd'hui que l'école entretient les inégalités entre les filles et les garçons. Il y a des travaux sur ces questions-là en sociologie de l'éducation depuis au moins 20 ans. Je dis au moins 20 ans parce qu'en fait on pourrait remonter aux années 70 en réalité, mais je vais prendre quand même, moi je vais prendre à partir des années 90 en citant au moins deux ouvrages fondateurs sur la thématique. D'abord l'ouvrage de Marie Durubella qui s'intitule L'école des filles, quelle formation pour quels rôles sociaux, ça date de 1990. Ou encore un autre ouvrage qui était paru en poche et qui a été assez largement diffusé, c'est l'ouvrage des deux sociologues que sont Christian Baudelot et Roger Stablet, qui s'intitule Allez les filles. Ça date de 92. Et qui évoque en sous-titre une révolution silencieuse, c'est-à-dire le fait que peut-être, comme vous le savez, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons, mais qu'il se passe quelque chose au sortir des études qui fait que cette meilleure réussite des filles ne s'actualise pas dans une réussite professionnelle et du coup une réussite, on va dire, sociale au sens plus large. Donc des travaux existent, anciens et nombreux, qui montrent que l'école participe activement à la perpétuation des inégalités entre femmes et hommes dans notre société, dans notre école des années 2014. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre de constats qui sont faits par les sociologues de l'éducation depuis longtemps sont quasi inchangés. Par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille sur l'orientation, qui s'appelle Françoise Vouillot, qui a donné beaucoup d'éléments d'analyse indispensables pour la question de l'orientation, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des métiers dits de filles, enfin de femmes, et des métiers dits d'hommes, pourquoi il y a des métiers dits masculins et des métiers dits féminins, où est-ce que ça se joue dans l'orientation, à quel moment du parcours des élèves. Pour ma part, c'est pas sur la question de l'orientation que je m'arrêterai une toute petite minute, mais sur un autre exemple, des observations fines qui font apparaître des différences quantitatives dans le volume global d'attention qui est porté aux élèves. Alors c'est en bas, c'est ce qu'on appelle la règle des 2/3. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans la littérature sociologie d'éducation des années 80, on énonçait ce qu'on appelait la règle des 2/3, c'est-à-dire que les enseignants consacrent aux garçons les 2/3 dans des classes mixtes, et avec parité de filles et de garçons. Les enseignants consacrent aux garçons les 2/3 de leur temps, tandis que les garçons émettent les 2/3 des propos qui sont tenus dans la classe. Alors, en fait, il y a des méta-analyses récentes qui concluent que cette règle des 2/3 a un peu évolué et qu'aujourd'hui, on est plutôt à 44% du temps consacré aux filles versus 56% du temps consacré aux garçons. Mais donc, dans une classe paritaire, il n'y a pas égalité du temps accordé aux filles et aux garçons. Et c'est une différence qui peut paraître minime, mais quand on la met en rapport avec le temps qu'un élève passe en classe, ça finit par faire des heures, des jours, des semaines et même des mois de différence entre les filles et les garçons qui, sur le papier, passent le même temps les unes et les autres dans les salles de classe, mais dans les faits, en fait, ont des contacts tout à fait différenciés avec leurs enseignants. Précisons que cette tendance s'observe chez la majorité des enseignants, mais qu'évidemment, il y a des différences d'intensité selon qu'on est ou pas sensibilisé, enfin, selon tout un tas de facteurs individuels, bien sûr, que ça s'observe avec tous les types de publics, mais que les modulations sont plus importantes dans le secondaire qu'à l'école primaire. Il y a une différence qui est plus marquée dans les rapports pédagogiques entre le prof et les élèves à partir de l'entrée au collège, et ça va croissant en réalité. Et précisons aussi que les modulations les plus importantes, elles sont pas tant induites par l'enseignant que par la matière enseignée, parce que certaines disciplines sont réputées masculines et d'autres disciplines sont réputées féminines, et que du coup, les interactions pédagogiques qui se nouent dans ce cadre-là sont différenciées et du coup continuent d'entretenir
l'idée que certaines disciplines sont réputées masculines et d'autres sont réputées féminines. Pour aller très vite, du côté des sciences dures, le masculin, du côté de la littérature, le féminin, et effectivement, les filles et les garçons sont encouragés à davantage réussir sur ce qui est supposé être leur terrain de prédilection. Et donc, c'est comme ça qu'on continue de fabriquer des garçons forts en maths, parce qu'on présuppose qu'ils sont forts en maths, et inversement, des filles qui excellent davantage en lettres, parce qu'on présuppose qu'elles sont davantage faites pour le faire, en fait. C'est un système qui, finalement, qui s'auto-alimente. Alors, sur la base donc de ces travaux qui sont anciens, il faut souligner aussi, j'irai vite là-dessus, mais tout de même, l'ancienneté de l'engagement gouvernemental. Là encore, c'est pas du tout pour minimiser l'investissement de Majed Al-Belkacem, hein, mais il y a des choses qui existent depuis extrêmement longtemps, et cet engagement, et peut-être qu'on peut considérer qu'il commence en 75 avec la loi Haby, qui est la loi qui consacre la mixité dans l'ensemble des établissements d'enseignement public, et que cette loi, d'ailleurs je le dis d'un mot, mais peut-être qu'on y pourrait y revenir, cette loi elle consacre en fait très souvent un état de fait, c'est-à-dire que les faits précèdent la loi, c'est-à-dire que beaucoup d'établissements sont déjà mixtes avant 75 et parfois depuis très longtemps, que c'est pas une loi qui force une réalité. À titre d'exemple, on sait que l'essentiel des écoles d'enseignement primaire en milieu rural étaient déjà mixtes, pas pour des raisons d'engagement pour l'égalité, mais pour des raisons d'économie, parce que pour un certain nombre de petites communes rurales, se doter d'une deuxième école de filles et donc d'un personnel spécifique pour ces élèves-là, c'était trop coûteux. Donc en fait, on mettait les filles et les garçons dans les mêmes salles de classe. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur faisait la même leçon, ni qu'on n'organisait pas l'espace sur le mode de la ségrégation, mais bon, la salle de classe, elle était déjà mixte, il y avait des filles et des garçons ensemble. Il faut quand même préciser que cette loi de 75, la loi Haby, elle se voyait déjà, elle précisait déjà expressément que la mixité avait une finalité en termes d'égalité entre les filles et les garçons. C'est-à-dire, si on fait que l'école devient mixte en 75, c'est pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est pensé dès le début, dès 75, et ça a été réitéré par la suite. Par exemple, en 1982, lors d'une circulaire qui est adressée, c'est des circulaires de rentrée que les enseignants lisent bien sûr avec passion en septembre, c'était marqué la mixité scolaire a des finalités en termes d'égalité des chances entre les filles et les garçons. Mettre les filles et les garçons sur les mêmes bancs, dans les mêmes classes, ça doit avoir vocation à faire des filles et des garçons davantage égaux. Et puis ensuite, on a réitéré ce principe-là de l'égalité des chances au fil des diverses conventions. Il y en a une en 84, l'autre en 89. Alors dans les années 80, ce qui intéressait, c'était la question de l'orientation et de ce qu'on appelait le sexe des métiers. Pour des raisons en fait économiques, on cherchait déjà à l'époque des solutions au déficit d'innovation, à la crise économique, etc. Et donc on est allé chercher des solutions du côté de l'orientation des filles vers des métiers scientifiques, en se disant on a là un vivier d'élèves brillantes qu'il faudrait davantage stimuler dans les domaines scientifiques. Et puis après, à partir des années 2000, il y a eu de nouveau des conventions interministérielles. Bon, j'en fais la liste, 2000, 2004, 2007, 2013, et d'ailleurs c'est assez intéressant ou déprimant de voir que en fait c'est un peu toujours les mêmes termes qui sont réitérés d'année en année. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de voir comment on est passé dans le discours d'une égalité en droit, qui est le terme consacré par la Révolution française, à une égalité des droits, et puis ensuite aujourd'hui à une égalité des chances. Alors c'est peut-être des expressions sur lesquelles il serait intéressant de s'arrêter assez longuement, mais moi il m'apparaît intéressant de relever deux choses. D'abord la première, c'est quand on parle d'égalité des chances, on remplace en fait la notion d'égalité, donc le principe de non-discrimination entre les individus, par une catégorie que moi j'appelle l'action positive, qui est la traduction de ce que les Américains, les anglo-saxons appellent affirmative action, qu'on traduit souvent en français par discrimination positive. La discrimination positive, elle est connotée négativement, donc moi je préfère dire action positive, pardon. Et donc du coup, quand on parle de l'égalité en droit à l'égalité des chances,
promeut une modalité d'action qui est celle de l'action positive, enfin de la discrimination positive, et ça pose un certain nombre de questions et de problèmes dans un cadre, dans un imaginaire politique qui est spécifique, qui est l'imaginaire politique français. Je n'aurai pas le temps de m'y arrêter tout de suite, mais on a des imaginaires politiques très différents de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre. Et donc, du coup, le rapport qu'on a à cette idée de l'action positive, c'est-à-dire du fait qu'il faille favoriser des populations qui sont identifiées comme défavorisées, eh ben, c'est quelque chose qui va être relativement accepté et acceptable aux États-Unis, pour aller très vite, hein, et qui pose beaucoup plus de difficultés pour des raisons de philosophie politique, enfin de tradition de philosophie politique en France. Et du coup, intervenir sur le mode de la discrimination positive, ça décrédibilise en quelque sorte la cause qu'on porte avec ce moyen d'action-là, mais je m'y étendrai, enfin peut-être qu'on pourra y revenir dans les questions. Donc toute une série effectivement de lois qui produisent des effets qu'on sait, puisqu'on continue de faire les mêmes constats en sociologie de l'éducation. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir quelles difficultés on rencontre quand on est, comme c'est mon cas, formatrice d'enseignants, et à quoi on se heurte quand on parle aux enseignants de la nécessité de réfléchir à la manière dont ils enseignent et à la manière dont ces interactions pédagogiques sont défavorables à certaines catégories d'élèves. Alors moi, je classe, pour aller très vite, les freins qu'on rencontre en tant que formatrice d'enseignants en deux catégories. Il y a ce que j'appelle les freins passifs et puis après il y a les freins actifs, et là je terminerai du coup sur la contestation virulente qu'on a connue au cours de l'année dernière. Si les enseignants sont pas convaincus par les formations sur l'égalité entre filles et garçons, c'est d'abord pour tout un tas de bonnes raisons, et je suis pas du tout ironique quand j'emploie ce terme-là. Parmi ces bonnes raisons, donc c'est les freins passifs, et il y a d'abord une relative indifférence à la thématique et même un certain aveuglement. Moi j'entends souvent dire oui bon l'égalité filles-garçons, enfin ok bon, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dramatique? Somme toute aujourd'hui l'égalité entre les hommes et les femmes elle est acquise dans notre pays. On n'est pas moi je me suis souvent entendu dire par exemple oui, mais on n'est pas en Afghanistan. Oui, mais vous êtes quand même mieux traité que votre grand-mère. Toute chose qu'évidemment je ne conteste pas, hein, ce qui ne veut pas dire que la situation qu'on connaît aujourd'hui soit absolument idéale. Donc une relative indifférence parce qu'on a des enseignants qui pêchent par excès d'optimisme en quelque sorte. Et ça, c'est lié, là aussi c'est intéressant de le montrer, à des caractéristiques sociologiques qui sont spécifiques de ce groupe professionnel que sont les enseignants. Très souvent, les enseignants, alors là c'est pas des travaux que j'ai fait moi, mais il y a des sociologues qui l'ont montré, très souvent les enseignants vont par pair, si je puis dire. Et dans les couples d'enseignants, la répartition des tâches domestiques est plus égalitaire que dans la moyenne de la population. Et donc on extrapole à partir de la situation qu'on connaît dans son milieu à soi, parce qu'on appartient à cette frange de la population qui est plutôt plus éduquée, qui est peut-être plutôt politisé davantage d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre, enfin bon voilà, et tout ça c'est des biais qui font que quand on extrapole par rapport à la situation qu'on connaît à la maison en tant qu'enseignant, on a une vision un peu optimiste de ce qui se passe chez les élèves de manière générale. Donc un excès d'optimisme, et puis aussi, et là ça m'intéresse en tant qu'historienne, une conception que j'appellerais positiviste de l'histoire des femmes, c'est-à-dire un peu, c'est la version historique de plus qu'hier, moins que demain. On va vers le mieux, quoi. Une espèce d'idéologie du progrès. De toute façon, les choses s'arrangent. De toute façon, le progrès social avance tout seul en quelque sorte. Et ça me paraît. D'abord, c'est faux. On sait que, en termes de, utiliser le terme de condition féminine, la condition féminine a été parfois plus favorable par le passé. Qu'elle peut, alors pas forcément qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais par exemple, il fait meilleur être femme au XVIe siècle, au XVe siècle, que être femme au sortir de la Révolution française, par exemple. Et puis en plus, ça ne veut pas dire grand-chose de raisonner comme ça, puisqu'en réalité, en termes, en tout cas pour ce qui est des femmes françaises, en termes de droits, les différences sont considérables selon la classe sociale à laquelle on appartient. Donc avoir une condition féminine, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, avant qu'on rentre dans l'ère de la démocratie, et ça c'est une période chronologique extrêmement courte. Donc une conception positiviste de l'histoire des femmes.
Et puis bon, voilà, cette idée que somme toute, il y a des choses qui s'obtiennent sans lutte. Est-ce que là, alors là, pour la peine, ça nous dit des choses du rapport à la lutte politique des générations d'aujourd'hui, hein. Et que voilà, et puis surtout l'idée que un certain nombre d'acquis, une fois qu'ils sont acquis, l'histoire ne marche pas à l'envers, ce qui évidemment est faux, hein. En tout cas en matière de droits des femmes, on pourrait le montrer largement. Il y a eu par exemple les coups de boutoir mis dans le droit à l'IVG en Espagne tout à fait récemment, et c'est des problématiques auxquelles la France n'est pas étrangère. Donc tout ça, c'est des freins passifs, plein de bonnes raisons, de l'optimisme, ça va aller mieux demain, bon, qui fait que les enseignants sont parfois peu réceptifs à une formation sur ces questions-là. Mais il y a aussi un certain nombre de freins actifs, et là, moi, j'en distinguerai 2 ici avant d'en venir à la contestation la plus récente. Le premier, c'est ce que j'appelle le mésusage de la mixité. Le mésusage de la mixité, c'est quoi? C'est le fait que de nombreux enseignants considèrent que avoir des pratiques éducatives différenciées, c'est-à-dire distinguer les élèves filles des élèves garçons, c'est justifié parce que les filles et les garçons ont des besoins éducatifs différents, et même l'idée que donc la différence des sexes dans la classe n'est pas problématique, et même d'ailleurs elle est très bénéfique. Alors par exemple, on entend souvent les filles dans les classes de garçons, ça joue un rôle pacificateur. Et moi, on le voit en formation des enseignants, quand on visite des classes, on a des enseignants qui vont par exemple organiser leur plan de classe en mettant des filles au cœur des noyaux de garçons particulièrement dissipés, parce qu'elles vont jouer un rôle de soupape pacificatrice. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on active? On active l'idée qu'il y a des comportements qui sont naturellement différents, enfin en tout cas qu'il y a des comportements différents chez les filles et les garçons, que les filles vont être plus calmes, et puis qu'elles vont être aptes à calmer leurs voisins, bon. Et du coup, toutes ces stratégies, elles reposent sur ce qu'on appelle un double standard, qui est appliqué presque systématiquement. Et ce double standard, il se déploie en termes de rapport au savoir. Je disais tout à l'heure, il y a des disciplines qui sont réputées féminines, d'autres qui sont réputées masculines. En termes aussi d'évaluation des performances, c'est passionnant de voir comment on évalue très différemment une même performance selon qu'on l'attribue à une fille ou à un garçon. Là aussi, il y a des travaux nombreux et récurrents, hein. Pour la peine, là, on répète pour bien confirmer les résultats. Et aussi en termes de gestion des comportements, et comment, par exemple, il est largement admis un certain nombre de manquements à la règle. Sur ça, il y a notamment les travaux d'une sociologue qui s'appelle Sylvie Héral, qui travaille sur la sanction, et comment les manquements à la règle sont davantage tolérés de la part des garçons que de la part des filles. Et même elle raffine un peu plus en montrant comment le manquement à certaines règles est toléré pour les garçons, cependant que le manquement à d'autres règles ne l'est pas, et inversement pour les filles. Par exemple, on pardonne davantage aux filles d'être bavardes, parce que les filles, enfin voilà, les femmes sont bavardes, il y a qu'à voir les notes de téléphone, tout ça, alors que le fait que les filles se heurtent à l'autorité de l'enseignant est beaucoup moins bien toléré. En revanche, que le garçon vienne frontalement se confronter à un enseignant, c'est davantage toléré parce que c'est constitutif d'une identité masculine, et elle le montre sur des cohortes importantes, hein. Elle a étudié plusieurs milliers de sanctions distribuées différemment à des élèves de collège, et sa démonstration est assez intéressante. Donc, la mixité est en fait rarement interrogée dans ses modalités et dans ses effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, parce qu'évidemment, il y a des effets positifs à la mixité, et il y a aussi des effets qui le sont moins. Et c'est notamment parce que les enseignants souscrivent à ce que j'appellerais une idéologie de la neutralité. L'expression n'est pas de moi, elle est de Marie du Rubella. C'est-à-dire une idéologie qui leur enjoint de ne pas intervenir par souci de préserver, de respecter les différences et les spécificités propres à chaque élève. Donc, par devoir de réserve, en quelque sorte, les enseignants vivent dans l'illusion qu'ils traitent de manière parfaitement égale tous les élèves, quel que soit leur sexe, quelle que soit aussi leur origine ethnique ou sociale, parce que sur ça aussi, il y a des travaux qui font mal parfois. Et donc, du coup, ils conçoivent leurs élèves comme on imagine, et ça c'est intéressant, comme on imagine le citoyen dans l'idéologie républicaine française, c'est-à-dire un individu abstrait, sans identification et sans qualification particulière, en deçà et au-delà de toutes ces déterminations concrètes. Là où, par exemple, je parlais des États-Unis tout à l'heure, on a un autre imaginaire du citoyen, dont on ne redoute pas qu'il a un sexe, de dire qu'il a un sexe, une origine raciale, même une race, le terme est utilisé sans faire problème aux États-Unis, et qu'il appartient à une classe sociale. Tout ça, c'est des déterminants individuels qui sont beaucoup gommés dans le cadre français. Pour tout un tas de bonnes raisons d'ailleurs, hein, évidemment,
Ça produit des choses, voilà. J'en viens donc pour terminer aujourd'hui aux résistances qu'a rencontré l'ABCD de l'égalité, et je m'interroge du coup pour savoir pourquoi l'ABCD a rencontré des résistances qui ont été largement relayées par la presse l'année dernière, puisque somme toute, il n'y a pas grand-chose de nouveau ni de gênant, hein, vous le voyez, moi je m'inscris dans un temps long, dans un dispositif qui visait simplement, je cite, à transmettre des valeurs d'égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, ce qui est une des missions essentielles de l'école, au fondement de la réussite de tous les élèves, les filles comme les garçons. Il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard, et globalement, enfin, tous les enseignants, quand on leur soumet ces enjeux-là, ils sont d'accord. Et d'ailleurs, j'ai la faiblesse de croire que l'immense majorité des citoyens français adhèrent à cette conception-là de l'école de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est joué? Eh ben, il s'est joué, en fait, à mon avis, une collision entre différentes problématiques politiques et en fait une coïncidence chronologique défavorable. La séquence, elle s'amorce en septembre 2010. Je passerai très très vite parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites. Septembre 2010, c'était la publication d'un nouveau programme de SVT qui a fait un débat pas possible, avec une partie de programme particulière qui était incriminée, qui s'intitulait Féminin, masculin, et qui devait envisager la dualité féminin-masculin sous l'angle de son ontogenèse, aussi bien que pour permettre une approche biologique des questions de sexualité. La première crispation, en fait, autour de qu'est-ce qu'on allait faire aux élèves en classe de SVT, et Sébastien l'a dit, en fait, c'est comme pour la BCD, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Bon, je passe vite, mais en réalité, ça a été repris dans la presse, et notamment, il y a eu quelques titres qui ont fait mouche. Par exemple, en 2011, le 9 août 2011, Libération, qui titrait «L'homosexualité enseignée à l'école, une pilule qui passe mal». Alors pourquoi ça? Eh ben parce que effectivement, enfin ce qui est vrai, c'est que dans le programme de SVT, pour la première fois depuis qu'on a introduit l'éducation à la sexualité en France dans les écoles, ça c'est 1973, pour la première fois, on disait de manière explicite dans les programmes que l'éducation à la sexualité la sexualité devait être envisagée non seulement sous le strict aspect reproductif, mais aussi sous d'autres aspects, et notamment qu'on devait parler de l'orientation sexuelle, du choix du partenaire. Alors, je suis pas du tout en train de dire que les gens le faisaient pas, hein. Dans le cas de l'éducation à la sexualité, on parlait déjà antérieurement à 2010 de l'orientation sexuelle, on parlait déjà antérieurement à 2010 des modalités de choix du partenaire, d'éducation à l'affectivité, etc. On en parlait déjà, mais dans les programmes, normalement, l'éducation à la sexualité, c'était la tuyauterie, si vous me passez l'expression. Point. Après, la manière dont les programmes étaient mis en œuvre, c'est autre chose. Puis là, le programme disait clairement, effectivement, que on pouvait envisager de parler de la sexualité autrement que strictement dans un cadre de reproduction, et donc du coup, envisager autre chose que l'hétérosexualité. C'est devenu raccourci, mais Odile vous a montré comment les raccourcis produisent des choses efficaces. L'homosexualité est enseignée à l'école. Pas du tout, mais voilà. Et à partir de là, un emballement qui va se traduire par le surgissement dans la sphère médiatique d'un concept scientifique sur la généalogie duquel Anthony s'est largement arrêté, qui est le terme de genre, et même d'ailleurs plus souvent de gender. Alors là, c'est des visuels qui sortent de un tas de sites qui ont fleuri à cette époque-là. Et puis un raccourcissement saisissant. Alors là, je passe de 2010 à 2012, au moment où on additionne 2 et 2, si je puis dire, c'est-à-dire où la question de la formation à l'égalité entre les filles et les garçons, qui est effectivement soutenue par des travaux en sociologie du genre en éducation, rencontre le mariage pour tous. Et c'est juste une coïncidence chronologique. Il n'y a pas de rapport entre ces faits. Mais le rapport a été fait de manière particulièrement saisissante sur la banderole que je vous mets là. Mariage pour tous égale théorie du gender pour tous. Hein, simplement par les merveilles de la coïncidence dans la chronologie. Et à partir de là, il y a un emballement effectivement autour de la théorie du gender. Et là, donc, c'est plus l'homosexualité qu'on enseigne à l'école, mais tout un tas d'autres choses, notamment la théorie du genre, hein, qui est introduite dans les écoles pour le plus grand
drame des têtes blondes et brunes. Et à partir de là, tout a été dit, la masturbation à l'école, enfin bon, on a entendu beaucoup de choses. Et se sont engagés effectivement dans une brèche ouverte et dans des angoisses ouvertes par peut-être cette révolution anthropologique dont il était question en introduction. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent et que le changement peut parfois être angoissant. À partir de là, il y a toute une frange politique de ce que j'appellerais la droite conservatrice qui s'est engagée sans critique ni nuance dans une exécution en règle des études de genre et une caricature vraiment déplorable de la théorie du genre. Donc à partir de là, il y a une espèce d'exacerbation d'une campagne extrêmement violente contre la théorie du genre qu'incarnent les ABCD de l'égalité. Donc il y a des rumeurs extrêmement folles qui ont circulé, je crois que j'en avais mis un certain nombre sur mon diaporama. Il y a des groupes qui se sont montés, des groupes de parents qui se sont intitulés Vigigender, qui ont produit un certain nombre de visuels de cet ordre-là. Donc voilà, tu seras une femme, mon fils. On ne naît pas femme, on le devient, ou alors on est homme et on devient femme, ou bien on est femme et on devient homme. Enfin bon, bref, un joyeux mélange des genres, là c'est le cas de le dire. Et surtout un recours efficace aux réseaux sociaux pour propager ce qu'il faut bien appeler de la désinformation. Avec effectivement une droite réactionnaire qu'incarnait par exemple Farida Belgoul, qui s'est alliée dans le mouvement Égalité et Réconciliation avec un polémiste antisémite d'extrême droite qui est Alain Soral, et qui ont organisé, à compter de janvier 2014, donc c'est extrêmement récent, des journées de retrait de l'école, les fameuses JRE. Alors qui est-ce que ça a concerné et comment ça s'est mis en place? C'est intéressant de le souligner. La mobilisation, elle a été ciblée via SMS en direction plus particulièrement de certaines familles musulmanes dans des quartiers de banlieue en région parisienne. Mais à partir de là, la médiatisation effectivement s'emballe et l'initiative a rencontré un certain succès dans un premier temps dans les quartiers populaires, puisque sur la première JRE en région parisienne, il y aurait eu, alors je mets des conditionnels parce qu'en fait il n'y a aucune statistique officielle, les données que j'avance, elles viennent pour l'essentiel, en tout cas pour Lyon, parce que c'est à Lyon que moi je travaille, elles viennent de l'adjoint à la mairie de Lyon en charge des questions d'éducation et donc pour ce qui concerne spécifiquement l'école primaire. À Lyon, sur la première JRE en janvier 2014, il y a eu à peu près 20% d'élèves dans la périphérie lyonnaise, dans certains établissements qui ont été ciblés par les SMS, qui ont été absents ou excusés par leurs parents au prétexte, je cite, qu'on enseigne la théorie du genre à l'école. Et puis ensuite, la JRE, elle a été réitérée un certain nombre de fois et ça a été une série d'échecs. La mobilisation est allée décroissant, notamment grâce à la mobilisation d'un certain nombre de syndicats de parents, d'associations de parents d'élèves. Par exemple, la FCPE en région Rhône-Alpes a fait un gros travail. Et puis une grosse implication des enseignants aussi, qui ont expliqué que ces rumeurs, elles étaient infondées. Et en fait, on a fait état du succès de la première JRE et on n'a pas dit que le 10 février, puis le 31 mars, puis le 12 mai, il y avait JRE et que grosso modo, ça produisait rien, que les élèves n'étaient pas retirés massivement de l'école, etc. En revanche, ça ne veut pas dire qu'à mon avis, il ne faille pas accorder du tout d'intérêt à ce mouvement-là, parce que je crois que ce mouvement de retrait de l'école, même s'il a été très anecdotique statistiquement parlant, il me paraît pas tant révélateur d'une angoisse par rapport à une pseudo-théorie du genre, j'en termine, que d'une défiance généralisée de la part d'un certain nombre de parents issus des classes populaires, par rapport à une institution scolaire qui ne sait pas leur faire de place. Là, je crois qu'il faut faire son mea culpa, effectivement, en tant qu'enseignant, laisser davantage de place aux parents dans l'école, surtout aux parents qui ont quitté l'école avec plein de mauvais souvenirs. Alors, j'en termine vraiment en 3 mots pour dire qu'à mes yeux, le genre est une catégorie utile, c'est un hommage à John Scott, d'analyse et un outil nécessaire à la formation des enseignants. Je passe sur ça simplement pour donner 3 exemples très vite de ce qu'on peut faire avec le concept de genre. Anthony m'a déjà largement précédé sur ce terrain-là en histoire. En histoire, par exemple, utiliser le concept de genre, ça permet de montrer que même visuellement d'ailleurs, les masculinités se déclinent bien au pluriel et que les choses varient considérablement dans le temps et qu'effectivement être un homme au grand siècle, sous Louis XIV, dans certaines classes sociales, bien sûr, ça veut dire avoir perruque poudrée, ruban, bas de soie, maquillage, etc., etc. Et que ça n'invalide en rien la masculinité
la virilité, on pourrait dire, si on voulait s'ancrer davantage du côté de la fonction biologique, on va dire, des hommes qui vont ainsi vêtus, hein, mais que c'est un marqueur social et que du coup, comme tout marqueur social, ça s'invente et ça se réinvente et ça se reperforme de manière différente dans le temps. Ça marche aussi en sciences, par exemple, introduire, alors c'est là qu'on aura peut-être un débat, le genre, ça permet de réfléchir à la manière dont on construit les discours scientifiques. Et par exemple, on peut montrer de manière extrêmement intéressante comment expliquer les mécanismes de la fécondation en tenant compte ou pas des imaginaires genrés des scientifiques qui les énoncent. Ça permet de produire des discours scientifiques très différents. Pour aller très vite, jusqu'à relativement récemment, on décrivait et on décrit encore dans un certain nombre de documentaires grand public la fécondation sur le mode de, moi, ce que j'appellerais chevaleresque, c'est-à-dire un prospermatozoïde, nous partîmes 500 et puis en plus enfin bref, il arrive tout seul, il a tout vaincu et vraiment il y a des bijoux, hein, moi je le montre en formation en SVT, l'acidité meurtrière du vagin, les courants contraires, enfin bref, voilà. Et finalement l'ovule qui est là, passive et alanguie, c'est la belle au bois dormant, mais qui n'attend que l'étincelle masculine pour advenir. C'est vraiment la belle au bois dormant. Ou alors on peut sortir un discours qui est beaucoup plus égalitaire, déjà qui révèle des imaginaires, des rapports femmes-hommes très différents, mais surtout qui ont des effets scientifiques. Par exemple, on sait aujourd'hui que on a longtemps porté une attention très lacunaire à ce qui se joue à la surface de l'ovule au moment de la fécondation, parce qu'on concevait l'ovule comme on conçoit la femme qui en est porteuse sur le mode de la passivité. Or, il se passe beaucoup de choses et l'ovule joue un rôle actif dans la fécondation parce qu'il y a tout un tas de mécanismes enzymatiques qu'on a longtemps pas cherché à connaître parce qu'on partait du principe, de toute façon on était du côté du féminin, donc elle fait rien, elle attend l'intervention masculine. Et puis évidemment, et j'en termine par là, en matière d'orientation, parce que je crois que c'est peut-être là qu'on voit le plus clairement, le plus cruellement, comment les inégalités filles-garçons se poursuivent après dans la sphère des adultes, parce que on peut pas continuer de vouloir orienter, parce que c'est ce qu'on fait en fait en réalité, par souci de parité des filles vers des métiers de garçons, sans jamais réfléchir à ce qui sous-tend l'imaginaire, la bicatégorisation, qui est ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes. La bicatégorisation produit de la hiérarchisation. Anthony l'a dit. Donc, du coup, on va orienter des filles vers des métiers de garçons où elles seront diversement heureuses parce que elles s'élèvent en quelque sorte vers un domaine masculin qui est positivement connoté, alors que jamais on ne viendrait à l'idée d'orienter un garçon vers des métiers de filles parce qu'il y perd quelque chose. Et là, on voit bien comment s'actualise, enfin comment dans nos imaginaires, la hiérarchie est toujours présente. Et si on fait l'impasse sur ça, eh ben on est voué à l'échec, à réitérer en permanence des injonctions à une orientation davantage égalitaire qui donne pas de résultats concrets sur le terrain. Voilà, je vous remercie. J'ai été trop longue, je passe la parole.